Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 5 mars 2026, c'est notre bulletin numéro 280 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanction par l'apprenti dictateur Emmanuel Macron et son sbire, le fameux Jean-Noël Barrot. Nous allons encore en reparler dans ce petit bulletin. Voilà, si vous voulez nous aider, comme vous le savez, vous ne pouvez pas pour l'instant, mais tout est en train de se mettre en place, nous aider. Mais en revanche, vous pouvez aider ma famille, donc le lien est en description de cette vidéo. Voilà, ma femme a ouvert une cagnotte. Vous pouvez en tout cas, quoi qu'il arrive, vous inscrire sur Telegram, sur X, sur le Odyssey, sur Rumble, sur VK. Toutes les plateformes que j'utilise en fait, qui permettent de finalement d'essayer de contourner la censure d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est extrêmement important puisque l'Union européenne est en pleine déconfiture, le régime d'Emmanuel Macron est en pleine déconfiture, donc évidemment, ce que font tous les régimes autoritaires en voie de déconfiture, eh bien, ils renforcent la censure. Abonnez-vous également à Géopolitique Profonde, vous y retrouverez les meilleurs intervenants sur les questions de géopolitique, avec les approches les plus originales, et puis finalement, avec des idées qui sont en train de l'emporter. En fait, c'est ça le paradoxe, on ne le sent pas encore, mais la classe dirigeante en place, qui en gros est représentée par le Parlement français actuel, eh bien, est en perte de vitesse, plus personne ne les écoute, plus personne ne les croit, en tout cas pas les gens intelligents, mais à côté, vous avez toute une nouvelle génération qui apparaît de chercheurs, d'analystes, et qui en plus eh bien, se trouve confortée par les faits. Voilà, donc encore une fois, géopolitique profonde. Ce qui nous a plu cette semaine, c'est l'interview de Jacques Sapir par André Berkoff dans le média Toxin, ou un des derniers médias par lequel j'ai été interviewé sur place en France, quand à l'époque je pouvais y aller en toute sécurité, mais rassurez-vous, encore une fois, je suis en train de préparer mon retour. Donc pour revenir à cette interview, donc très intéressant, notamment sur la relation et la coopération militaire entre l'Iran et la Russie. Donc depuis cette interview, effectivement, Peskov, le porte-parole du Kremlin, a confirmé que l'Iran n'avait pas demandé l'aide militaire de la Russie. Il n'avait pas demandé d'aide, mais il y a des coopérations en matière de sécurité, et on en reparlera également, mais la Russie peut jouer un rôle pour permettre à Donald Trump et à l'Iran de sortir de cette phase inquiétante sans trop perdre la face, ni d'un côté ni de l'autre. On va en reparler tout au cours de ce bulletin. Économie maintenant, et avant tout, avec la déstabilisation globale qui est en train de se passer, notamment à cause de l'Iran, eh bien la Russie est un havre de stabilité. Donc venez y faire un tour et venez y ouvrir un compte et pourquoi pas investir. Pour ça, il faut que vous alliez voir en description de cette vidéo, il y a le lien de Divergence Service. Voilà, allez faire un tour, vous verrez, ce sont des gens que je connais, ils sont extrêmement compétents. Mais passons maintenant aux nouvelles économiques, et évidemment toutes les analyses économiques dans toute la presse essentiellement anglo-saxonne. Il faut toujours un petit peu de temps pour que ceux qui parlent d'économie en France arrivent à traduire les articles et à y comprendre quelque chose, mais c'est vraiment la question de la crise énergétique. On parle même de choc pétrolier, il va sans doute même y avoir un choc gazier et peut-être même un choc boursier, parce que, eh bien évidemment, la stratégie iranienne était totalement inattendue. Vraisemblablement, Tel Aviv et Washington s'attendaient à des bombardements sur Israël, mais finalement il y en a eu, et beaucoup, mais l'Iran ne s'est pas contenté de faire ça. L'Iran a attaqué les pays où il y a des bases américaines dans le Golfe, c'est-à-dire partout. Voilà. Et donc notamment, on a eu des bombardements sur la base américaine de Doha. Il y a pour des milliards de dollars de dégâts, notamment sur les radars extrêmement performants de détection à lointaine, mise en place sur ces zones par Washington. À Riyad, il y a un centre de la CIA qui a été détruit, et en plus également, les Iraniens se sont attaqués à Microsoft, à Amazon, donc c'est des centres de base de données qui ont été détruits, ou en tout cas largement endommagés. Donc en fait, c'est en train de tourner à la catastrophe pour Washington, puisque les Ukrainiens ont finalement apporté une réponse globale, militaro-économique. Donc on ne se contente pas de taper sur Israël, ce à quoi s'attendaient les Américains, mais on frappe sur toute la zone. Et si vous voulez, les pays du Golfe, ils payent pour avoir des bases américaines pour être en sécurité. Et ce dont on s'aperçoit, et ce dont ils se plaignent d'ailleurs, c'est que les systèmes antiaériens ont été prélevés de leur territoire pour être mis en Israël. Même aujourd'hui, Washington est en train d'aller chercher des systèmes TAAD qui se trouvent
en Corée du Sud pour protéger Israël. Et donc évidemment la question se pose, à quoi ça sert d'avoir une base américaine sur son sol, puisque non seulement ça ne protège de rien, mais comme en plus Washington est reparti dans une politique impérialiste, eh bien on devient une cible. Donc en fait, c'est une remise en cause complète de l'équilibre de force mondiale. On avait déjà eu ça avec l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire que la Russie, quasiment seule face à une coalition d'une trentaine de pays, jusqu'à 40 en comptant large, eh bien l'emporte tout en consacrant 5,5% de son PIB dans la guerre. Donc on est loin de la Première ou la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et donc là, on est dans une deuxième étape où finalement, avoir une base américaine sur son sol, non seulement ne sert à rien, mais en plus crée du danger pour la population. C'est un coup très dur pour les pays du Golfe, et ce qui est vraiment dommage, parce qu'encore une fois, on en a souvent parlé, mais les Émirats arabes unis, désormais l'Arabie saoudite, il y a une vision, il y a un projet très ambitieux pour penser l'après-pétrole, de se projeter. Et bien aujourd'hui, la guerre de Tel Aviv et de Washington contre l'Iran est en train de tout mettre à plat. Donc les conséquences économiques, évidemment, sont graves. Et puis, il y a évidemment un pays qui tire les marrons du feu, c'est la Russie, c'est Vladimir Poutine, puisque, eh bien, désormais, ceux qui reçoivent leur pétrole de la Russie sont sûrs d'être servis. C'est le cas majoritairement de la Chine. L'Inde, qui commençait alors qui n'avait pas tout interrompu, encore une fois, en plus c'est de plus en plus difficile à suivre, notamment pour les systèmes de paiement, les systèmes de transport, ça passe de tanker à tanker. Mais l'Inde, sous la pression de Donald Trump, avait commencé à diminuer ses importations de pétrole russe, et là c'est exactement l'inverse, parce que de toute manière, elle n'a pas le choix. Donc ceux qui vont être touchés par le blocage du détroit d'Ormuz, par le fait que le Qatar a arrêté l'extraction du gaz qui est censé être livré notamment à l'Europe, eh bien ce sont notamment les Européens. Donc là, attendez-vous à voir l'explosion du prix à la pompe, l'explosion du prix de l'énergie. Donc en plus des sanctions débiles qui ont été mises contre la Russie, eh bien là on va avoir cette attaque globale et économique de l'Iran contre les intérêts occidentaux essentiellement. Donc ça, c'est les conséquences économiques les plus visibles que vous trouvez dans toute la presse spécialisée, mais il y en a une autre conséquence dont m'a fait part un de mes amis qui travaille précisément dans les investissements boursiers, c'est qu'a priori les gros acteurs se préparent, si l'opération de Trump continue encore une semaine, 15 jours, à un crack, à ce qu'on m'a dit, équivalent de l'année 2008. De 2008. Donc c'est quelque chose qui peut faire très très mal parce que en fait l'économie américaine est très fondée en fait sur l'investissement dans la bourse, notamment les fonds de pension, les retraites, etc., etc. Et donc si tout d'un coup on voit que ça s'effondre, ça risque de provoquer des remous. Donc je suis assez d'accord avec l'analyse qui a été faite notamment par Régis de Castelnau, c'est-à-dire que le mandat de Trump est mort. Il a commis, on va en reparler, les raisons pour lesquelles il a commis cette erreur, une énorme erreur qui va lui coûter très cher, qui coûte très cher au camp MAGA, parce qu'en fait le MAGA se rebelle, et ça va avoir des conséquences. Donc il y a une conséquence immédiate, ça va être l'augmentation du prix à la pompe aux États-Unis, parce que contrairement à la Russie, quand les prix du pétrole augmentent, eh bien les acteurs privés répercutent cette augmentation du prix aux États-Unis, même si les États-Unis sont quasiment autosuffisants en matière de pétrole. Si les prix augmentent sur le marché, eh bien, ça s'est répercuté. En Russie, comme l'a rappelé d'ailleurs le porte-parole du Kremlin, Peskov, tout est sous contrôle. Il est hors de question qu'une augmentation du prix à l'export se traduise par une exportation massive du pétrole, ce qui ferait qu'il y aurait un manque pour la Russie. Donc c'est encore une fois, l'impact économique va être monstrueux. La stratégie iranienne est remarquable. Ce qui est remarquable aussi, c'est la déclaration de Vladimir Poutine, donc mercredi, qui était interviewé au sujet de ça, nous disant les Européens, là, finalement, ils vont peut-être être obligés de revenir acheter encore plus de gaz russe, alors qu'ils ont pris il y a un mois un règlement pour empêcher les pays européens d'acheter précisément du gaz russe. Donc d'abord du gaz naturel liquéfié, ça c'est début 2027, et fin 2027, du gaz par le pipeline. Donc la Slovaquie, la Hongrie, on l'a dit, contestent ce règlement qui va contre les fondements de l'Union européenne, puisqu'en matière énergétique, les pays sont indépendants. Donc là, l'Union européenne, en fait, utilise sa capacité de pouvoir mettre des taxes, en fait, c'est ça, pour empêcher les pays européens d'importer du gaz et du pétrole russe. Mais sur le gaz liquéfié, évidemment, ça concernait notamment en premier lieu la France. Nous sommes le premier importateur de gaz russe. LNG, en plus, c'est du gaz qui est produit par une société franco-russe.
de Total et Novatec. Voilà. Donc en fait, ce règlement a été pris, la France n'a pas bougé. Comme d'habitude, Macron s'est soumis. Donc on en était là, on en avait parlé, et puis là, tout d'un coup, en fait, il va falloir en importer sans doute encore plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est la déclaration de Vladimir Poutine en disant « Oui, enfin bon, après tout, pourquoi se donner de la peine pour ce marché avec des partenaires qui ne sont pas fiables et qui ont une politique énergétique absurde ?» puisqu'ils se sont tirés une balle dans le genou, d'autant plus qu'encore une fois, la guerre est perdue par l'Ukraine. Donc il serait temps de lever les sanctions sur le gaz. Ça a détruit l'industrie allemande, ça a détruit l'industrie française. Souvenez-vous des manifestations des boulangers, des pâtissiers, parce que les prix de l'électricité n'étaient plus recevables. Donc en fait, non, mais il y a un tel fanatisme anti-russe, encore une fois, c'est l'idéologie. En plus, c'est aussi une marque du socialisme français, c'est-à-dire que toute considération économique est soumise à l'idéologie. C'est comme si le marché n'existait pas. Mais il n'y a pas assez de gaz sur le marché en dehors des Russes, peu importe. Le décret a été pris, c'était déjà le cas avec Mitterrand, Michel Rocard en a parlé, donc en fait c'est profondément ancré dans la classe dirigeante socialiste, c'est-à-dire que les décisions économiques, les règles économiques, le marché, tout ça est soumis, va se soumettre automatiquement au décret du prince. On a connu ça en 2022. Bruno Le Maire s'apercevant automne 2022 que le gaz américain coûtait 4 fois plus cher que le gaz russe, et en se disant il faut en parler à Joe Biden pour qu'il baisse les prix. Comme si c'était Joe Biden qui décidait des prix du marché du gaz. Donc on est vraiment dans ce moment absurde, et évidemment la Russie est fatiguée de commercer avec des pays socialistes et préfère travailler avec des pays sérieux qui adaptent les prix de ce qu'ils achètent ou de ce qu'ils vendent au marché. Et les Russes sont prêts à faire des remises significatives quand vous avez un client fiable comme la Chine. Parce qu'en fait, vous avez un client de long terme, et donc quand on a été dans le business, on le sait, on est prêt à écraser les prix pour garder un client aussi fiable. Voilà. L'Inde, d'ailleurs, je pense, va payer sa pusillanimité vis-à-vis de Washington. En tout cas, aujourd'hui, le prix du Brent, qui est un peu le prix de référence, il est à $80, et tandis que donc ça veut dire que l'Oural doit être un peu plus de $60 le baril, sachant que le budget russe, il doit être calculé, je crois, pour 2026, quelque chose comme entre 40 ou $50 le baril. Donc tout ça, c'est en plus, tout ça va aller dans le fond du bien-être national, le fonds souverain russe qui va encore exploser les records, et je ne vous parle pas des réserves de change. Donc voilà, et moment économique extrêmement important avec cette attaque stupide de Donald Trump contre l'Iran. Économie pour finir, le FMI va accorder un prêt à l'Ukraine de 8,1 milliards de dollars. Alors c'est rien en fait, c'est sur 4 ans, plus après sur 4 ans. Donc évidemment le FMI prête de l'argent en permanence à l'Ukraine. Et là, par rapport à ce qui a été promis par l'Union européenne, c'est tout simplement insignifiant. Mais visiblement, c'est pour tenir le temps que les 90 milliards soient au moins en partie débloqués par Orban et par Fico, ce qui est tout de même, pour l'instant, c'est mal parti. Sauf si Zelensky, on en reparlera également, se soumet aux demandes d'Orban. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en échange, le FMI a exigé de Kiev d'augmenter les impôts. Ces pauvres Ukrainiens qui déjà n'ont pas un copec, c'est le cas de le dire, vont avoir du mal à s'en sortir. Politico-diplomatique maintenant, et évidemment le grand sujet, c'est l'erreur de Trump. Pourquoi Trump a commis cette erreur ? Donc c'est un peu ce que j'avais évoqué sur cette chaîne, mais également chez Divergence Politique, puisque j'avais dit Trump peut commettre cette erreur un peu sur le modèle de ce qu'a fait l'OTAN en avril 2022. C'est-à-dire que l'OTAN, la classe dirigeante occidentale, était persuadée que l'économie russe allait s'effondrer, que l'armée russe était une armée d'alcooliques, que le complexe militaire industriel russe ne pourrait pas suivre, que la société russe n'était pas stable, que la Chine allait préférer l'Occident plutôt que la Russie. Donc en fait, c'est ce que j'ai écrit dans mon bouquin, pourquoi la Russie a gagné, c'est parce que tout ça, croire ces âneries, était complètement stupide. Donc la Russie a gagné le 24 février 2022, mais les Occidentaux ne le savaient pas encore, et là j'ai l'impression qu'on a affaire à la même chose, c'est-à-dire que vraisemblablement Netanyahou et le lobby pro-israélien aux États-Unis, sans doute aussi par le fait que Trump s'est mal entouré de gens assez limités comme Pete Hegseth, donc qu'il a cru qu'en fait ils allaient pouvoir lancer une offensive sur le modèle vénézuélien, capturer ou tuer l'ayatollah Khamenei, et que cela allait provoquer un effondrement, rappelez-vous, provoquer l'effondrement du régime des Mollahs, comme ils disent. En fait,
pas du tout ce qui s'est passé. Oui, effectivement, ils ont tué Khamenei. Mais là, et je suis d'accord d'ailleurs avec Jacques Sapir, je pense que Khamenei s'est sacrifié. Un peu, c'est-à-dire que sur le modèle, un modèle très religieux, en disant pour qu'on l'emporte, pour que l'Iran soit uni, il faut qu'il y ait un sacrifice. Donc il s'est sacrifié. Alors malheureusement, il n'est pas mort tout seul, il est mort avec sa petite fille. Enfin, c'est épouvantable. Le résultat, c'est que on avait un grand-père qui avait 86 ans, relativement modéré, et là, on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Il sera sans doute beaucoup plus jeune. Peut-être que lui, il considérera pas que l'arme nucléaire c'est haram, et il va décider d'autoriser l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran, ce qui est technologiquement possible. Donc en fait, c'est totalement contre-productif. Les soulèvements de la population, si on a eu, c'était pour soutenir le régime des mollahs, comme ils disent. Les manifestations hyper violentes qui ont été réprimées il y a quelques semaines par le gouvernement iranien, toutes ont été, aucune n'a ressurgi. Donc c'est un échec complet. Aujourd'hui, Israël essaie de motiver les Kurdes donc à l'ouest du pays pour tenter quelque chose au sol, de mettre des troupes au sol, mais évidemment ce ne sera pas les Israéliens ou ce ne sera pas les Américains, ou alors sous forme de forces spéciales. Mais je pense que les Kurdes, vu ce qui vient de se passer en Syrie, et ce qui risque de se passer en Irak, sont plutôt démotivés. Enfin, on va voir. En tout cas, tout ce qui était prévu d'une opération rapide où finalement Trump n'aurait même pas s'intéresser à ce qu'en pensait l'opinion publique sur le modèle vénézuélien, tout cela n'a pas eu lieu. Pour l'instant, vu de l'extérieur, on constate au contraire une solidité à la fois des élites, même si quelques têtes ont été éliminées immédiatement, elles ont été remplacées. Ça veut dire que les Iraniens apprennent peu à peu et connaissent un peu le style des opérations israéliennes, et la population, encore une fois, qui en plus a été choquée par le massacre de 150-160 jeunes filles dans une école d'enfants, dans une école de filles. Donc en fait, c'était quoi? C'est Gaza en Iran, c'est exactement la même chose. Donc tout ça a énormément choqué la population iranienne, et pour l'instant on ne la voit pas se rebeller contre le gouvernement, mais plutôt faire front pour tenir. D'autant plus que, même si effectivement Israël et Washington continuent à bombarder, qu'il y a des résultats, là, je pense que il restera rien de la flotte iranienne quand ce sera terminé, mais globalement, rien n'empêche pour l'instant l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz. Et ça, encore une fois, c'est le levier suprême. Ce qu'on a observé du côté européen, alors d'abord du côté allemand, c'est un soutien total. Friedrich Merz a dit que c'était tout à fait normal, que le droit international ne s'appliquait pas à l'Iran. Et donc là, c'est sans doute l'effet BlackRock aussi, je rappelle l'ancien collaborateur très haut placé de BlackRock, ce Friedrich Merz. Emmanuel Macron a fait une déclaration hallucinante de bêtises en disant j'étais même pas au courant, on m'avait rien dit. Donc même si c'est vrai, on le dit pas. Quand on est président, on dit oui, mais nos services de secret nous avaient alertés, c'est une décision des États-Unis, c'est pas la nôtre, etc. En faisant il a macroné, il a macronite comme disent les Russes. Il a macronisé en disant que c'était la faute des Iraniens, mais que l'intervention n'était pas légale du point de vue international. Et puis finalement, il a fini par s'aligner. A priori, les États-Unis ont le droit d'utiliser les bases françaises. Le seul qui est courageux, ça me fait mal de le dire, c'est comme avec Mélenchon, mais c'est l'Espagne, avec un Premier ministre socialiste qui a dit que, même malgré les sanctions que lui promet Donald Trump, qu'il ne laisserait pas utiliser le territoire espagnol pour cette opération, évidemment totalement illégale du point de vue du droit international. Comment ça peut se terminer? Alors il y a différents scénarios qui ont été évoqués. Je vais peut-être un peu vous choquer. Je vais vous dire quel pourrait être le scénario idéal pour les Russes. C'est que ça dure 2-3 mois. Pourquoi? Parce que ça épuise les systèmes de protection antiaérienne. Désormais, l'Ukraine n'est plus du tout prioritaire. Déjà qu'il n'y en a pas assez, tout ce qui est patriote, tout ce qui est système produit aux États-Unis, tout ça va être envoyé au Moyen-Orient, et certains systèmes vont être prélevés, notamment en Corée du Sud, je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour la Russie, de ce point de vue-là, c'est excellent. Ça coûte une fortune. C'est des milliards de dollars qui ont déjà été perdus par les États-Unis. C'est des milliards par jour, c'est des milliards qui sont perdus. Ça, c'est vraiment dommage par les pays du Moyen-Orient. C'est leur erreur d'avoir installé une base américaine sur leur sol, il faut le dire clairement. Donc pour les Russes, en fait, 2-3 mois de conflit, c'est très cynique ce que je dis, ce serait pas mal. Maintenant, on peut, en tant que chrétien, espérer quelque chose de plus rapide, une résolution plus rapide et un retour à la normale et à la sagesse. Et là, moi, ce que je vois comme solution, j'en avais déjà parlé, c'est la médiation russe entre Téhéran et Washington. Pourquoi? Parce que le but officiel, c'est l'arme nucléaire iranienne. Et les Russes ont un accord sur le nucléaire civil avec l'Iran.
Un accord qui inclut le fait que si l'Iran voulait obtenir l'arme nucléaire, la Russie se retirerait. Donc la Russie a déjà un moyen d'influer sur l'utilisation de l'uranium par l'Iran. Pour l'uranium dans les centrales, c'est un enrichissement assez bas, c'est autour de 5%, je crois, d'uranium enrichi. Les uraniens enrichis jusqu'à 60%. Alors je me suis un peu, j'ai voulu m'enquérir. Pourquoi ? En fait, il y a des applications dans le domaine notamment médical, a priori, où on a besoin de tel enrichissement. De toute manière, l'enrichissement pour une bombe atomique, c'est 95%. Donc là, les Russes pourraient proposer leur médiation et leur garantie. Et si Trump aujourd'hui veut vraiment sortir de l'impasse dans laquelle il s'est mis, à la fois sur l'Iran et à la fois sur l'Ukraine, c'est le moment ou jamais de retrouver l'esprit d'Anchorage. Voilà, de ce qui a été décidé sur l'Ukraine entre Poutine et Trump cet été, enfin l'été précédent, et là, demander à la Russie d'intervenir. Donc là, on pourrait, je vois, c'est la seule approche qui pourrait vraiment être, pardonnez-moi, un game changer, qui pourrait changer le jeu dans le cadre de ce conflit. Sinon, Trump a perdu sa base MAGA, Tucker Carlson, Candace Owen tire à boulet rouge, enfin tous les influenceurs conservateurs américains sont vent debout contre Donald Trump qui se prépare une déculottée électorale au mi-terme. Encore une fois, j'aimerais qu'il retrouve la raison. Enfin, c'est pas qu'il a perdu la raison, c'est qu'en fait, il a mal raisonné. Il s'est trompé, mauvaise analyse, mauvaise source de renseignement. Visiblement, il n'a pas écouté Tutsi Gabbard que pourtant il avait nommé. Il a dû écouter la CIA. Et surtout, grand malheur, il a écouté Benjamin Netanyahou. Donc Washington est parti pour une guerre contre l'Iran qui pourrait durer beaucoup plus que prévu. Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre, a parlé de 8 semaines. Ça peut même être plus. Encore une fois, on va voir ce que ça va donner. L'Iran, en tout cas pour l'instant, n'est pas parti pour se soumettre, mais c'est plus facile de lancer des opérations en Amérique du Sud. L'Iran, c'est à 9000 km des États-Unis. L'Iran ne représente aucune menace pour les États-Unis, même si l'Iran avait l'arme nucléaire, il faut quand même le souligner. Donc finalement, les États-Unis continuent leurs opérations en Amérique du Sud. Donc après avoir mis la main sur les ventes de pétrole vénézuéliennes, ils mettent la main sur l'or vénézuélien. Et puis les opérations donc anti-cartel ont continué cette fois en Équateur. Donc là, on voit que de ce point de vue-là, l'Amérique aux Américains, le continent américain à l'Amérique du Nord, ça a l'air de plutôt bien se passer pour Donald Trump, mais ça ne fera pas oublier l'Iran, bien entendu. Diplomatie toujours, rencontre très importante à mon avis en Russie entre Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères hongrois, Szijjártó, j'espère que je prononce bien. Donc la Russie a confirmé qu'elle continuerait à coopérer dans le domaine énergétique autant que faire se peut avec la Hongrie, évidemment. Et puis surtout, la Russie a remis 2 prisonniers de guerre magyars, d'origine magyare, qui avaient subi la conscription forcée de Zelensky, par les chasseurs d'hommes de Zelensky. Donc ça, évidemment, à un mois des élections en Hongrie, c'est extrêmement d'importance. On imagine bien que ces 2 soldats libérés vont être montrés sur les chaînes de télé hongroises pour expliquer ce que subissent les minorités ethniques, encore une fois, dans l'entité bolchevique ukrainienne. Staline, Kaganovitch et Lénine ont rassemblé des minorités totalement différentes qui ne sont pas faites pour vivre ensemble, mais appartenir finalement au pays qui représente leur groupe ethnique. Et la minorité hongroise, il y a à peu près 100-150 000 Hongrois, doit être attachée à la Hongrie. Je pense qu'au moment où on en finira avec l'entité bolchevique ukrainienne, les Roumains récupéreront les Roumains, les Hongrois récupéreront les Hongrois. Si les Polonais veulent se prendre les Galiciens et les Volhyniens, on leur fait cadeau, grand bien à leur face, mais ça m'étonnerait. Et puis les Russes récupéreront les Russes, c'est-à-dire tout le reste. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est un soutien explicite de la Russie à Viktor Orban. Et évidemment, nous, nationalistes français, nous ne pouvons que souhaiter la victoire de Viktor Orban. Diplomatie enfin, rencontre qui m'a beaucoup étonné. Je ne pensais pas que la diplomatie anglaise était encore capable de ça. Donc entre eux, bien la partie anglaise et des représentants des pays d'Asie centrale. Donc visiblement, on est toujours dans le grand jeu, cher à Rudyard Kipling, et donc une politique de coopération. Alors j'ai pas trop compris ce que les pays d'Asie centrale attendent de l'Angleterre, coopération dans le domaine des minerais, de l'énergie, mais aujourd'hui l'Angleterre n'a plus
plus grand-chose à proposer, peut-être des technologies, j'en sais rien. En tout cas, il y a toujours cette ambition, comme au 19e siècle, de prendre pied en Asie centrale pour essayer de contrecarrer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus seulement d'ailleurs la Russie qui est présente, il y a la Chine, la Turquie aussi qui n'a pas envie de se laisser damer le pion. Mais voilà, donc on va voir jusqu'où ça va aller, mais j'ai du mal à comprendre ce que veut faire l'Angleterre. C'est comme avec l'Ukraine. C'est comme si ils se croyaient encore au 19e siècle. Mais on observe ça d'ailleurs aussi du côté français. L'arrogance d'Emmanuel Macron ou Jean-Noël Barrot, par exemple, on a l'impression qu'on est en 1919 et qu'on vient de gagner la Première Guerre mondiale. Ou alors on est en 1800 et Napoléon vient d'être sacré empereur. Donc c'est quand même assez lunaire de ces vieilles puissances européennes qui n'arrivent pas à prendre acte de leur position exacte dans le rapport de force international. Mais on va quand même suivre ça parce que c'est très surprenant et très intéressant. Terrorisme maintenant, alors je ne vais pas revenir sur l'assassinat de Khamenei et de sa famille, encore une fois je pense comme Jacques Sapir qu'il s'est sacrifié pour unifier son pays autour d'un sacrifice, mais ce qui est intéressant c'est en même temps, on voit à quel point la civilisation judéo-chrétienne, donc qui prône l'assassinat, qui légitime, qui légalise l'assassinat d'un dirigeant, au lieu d'essayer même de lui faire la guerre, mais de se retrouver avec lui un moment pour négocier un traité de paix, hein, ce qui s'est passé avec la Russie. D'ailleurs, on se souvient, ce pauvre Zelensky a été terrorisé au début 2022. Il a appelé Naftali Bennett, hein, le premier ministre israélien de l'époque, c'est d'ailleurs lui qui l'a raconté, pour lui demander à Poutine si Poutine voulait le tuer. Poutine a dit non, je ne veux pas le tuer, on veut signer un accord. Et donc à partir de ce moment-là, quand Zelensky a été rassuré, il est sorti de son bunker. Donc là, voilà, on est dans la civilisation chrétienne, je dirais, helléno-chrétienne. Et en face de ça, on a une civilisation judéo-chrétienne qui, elle, au contraire, recherche par tous les moyens à assassiner le chef, parce qu'il est l'incarnation du mal. Il n'y a qu'à écouter la propagande anti-iranienne sur les grands médias occidentaux. Et aussi parce qu'on imagine que son meurtre eh bien, va entraîner un effondrement du pays. Or, ce qui en plus est idiot, puisque étant donné le poids religieux de l'ayatollah Khamenei et de son successeur dans la religion musulmane, c'est exactement l'effet inverse qui a été provoqué. Donc c'est encore une fois un affrontement de civilisation, ces deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre, en fait, le monde judéo-chrétien et le monde helléno-chrétien, et le monde judéo-chrétien et le monde musulman. Il n'y a pas d'effort d'essayer de comprendre ces mondes qui leur sont étrangers. Terrorisme toujours, un méthanier russe, le Arctic Metagaz, a été détruit par une attaque terroriste au large de l'île de Malte. Donc ça c'est signé, hein, Malte c'est l'Angleterre. Donc alors cette attaque n'a été revendiquée ni par l'Ukraine, qui n'a pas de marine à déployer évidemment en Méditerranée, ni par l'Angleterre. Donc c'est quelque chose quand même d'assez significatif. C'est encore une escalade de plus de la part des Anglais. Et la question que tout le monde se pose, et on écoute les médias russes, on voit que chez les experts militaires, on commence un peu à s'énerver, c'est quand est-ce que la Russie va répondre au terrorisme anglais par du terrorisme russe. D'autant plus que là, avec ce qui se passe au Proche-Orient, dans la mesure où l'Angleterre fait partie de l'OTAN, ce sera pas dur de voir apparaître tout d'un coup un groupe, je sais pas, les Houthis en folie, qui vont aller, pareil, faire sauter un bateau sous pavillon anglais ou assuré par la Lloyd, etc., pour bien faire passer un message clair à l'Angleterre que si jamais vous faites des attaques terroristes contre nos méthaniers, nos tankers, nous allons en faire autant avec les vôtres. Pour l'instant, Vladimir Poutine a refusé de répondre au terrorisme par le terrorisme, mais là on arrive à un moment où il va falloir s'y mettre. Et alors ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est pareil, il y a eu l'acte de piraterie d'Emmanuel Macron qui en est très fier, hein, puisqu'ils ont arraisonné avec les Belges encore un tanker russe. Il a même fait un post sur X en disant tellement il était content de son opération. Mais faire ça, donc faire sauter un méthanier et arraisonner un tanker au moment où il va y avoir une pénurie monstrueuse de gaz et de pétrole à cause de l'opération américaine contre l'Iran, ça en dit long sur le niveau, sur le QI de ceux qui nous dirigent. Et avec surprise, on a entendu Zelensky qui, une fois de plus, n'était pas dans son état normal, mais est-il dans son état normal depuis 4 ans? C'est la question que tout le monde se pose. Donc il a pris la parole, et donc il était entouré donc de ses ministres. Il était entouré notamment de Stephen Chouk, donc qui est le copain de Larcher, hein, le président du Sénat français, avec le même appétit. Et là, il a déclaré que si Orban, en fait, puisque c'est lui dont il était question, empêchait l'octroi du prêt de 90 milliards à l'Ukraine, il donnerait son adresse à ses soldats.
pour qu'il le tue. Voilà. Donc on a eu quand même un président, alors même s'il est plus président en fait, mais en tout cas un potentat ukrainien qui menace un chef de gouvernement d'un pays de l'Union européenne. J'attends la réaction, j'imagine outrée, de Jean-Noël Barrot, d'Emmanuel Macron, de Friedrich Merz, de Starmer. Nous allons voir, c'est assez intéressant. Ce serait aussi intéressant si Viktor Orban faisait jouer l'article 5 de l'OTAN, puisque là, en fait, il est attaqué, il est menacé par un pays non membre de l'OTAN. Armement maintenant, et on apprend par la presse américaine, Reuters notamment, que eh bien, les F-16 qui ont été livrés à l'Ukraine, sans doute pilotés par des mercenaires américains ou danois, on en a déjà parlé, eh bien, ont dû chasser les missiles russes et les drones russes au canon, puisqu'il n'y a plus de missiles. Il n'y a plus de missiles RR. Donc là aussi, c'est un signe que les réserves sont en train de s'épuiser. Et puis en plus, ça coûte très cher. Les matériels de l'OTAN coûtent extrêmement cher. Armement et aviation toujours. Alors, les chiffres restent à confirmer, mais là, l'opération de Donald Trump contre l'Iran aurait déjà coûté jusqu'à 4 F-15 et 1 F-16. Ce qui veut dire que, ça c'est sûr, c'est plus de pertes pour l'aviation américaine en 2026 que l'aviation russe qui mène une guerre de haute intensité contre l'Ukraine. Et je pense que même, il faudra voir les comptes à la fin, mais a priori, il y aura même encore plus de pertes de l'aviation américaine en Iran que de pertes russes en 2025, de l'aviation russe en 2025. Armement toujours, et j'ai découvert avec joie que ça y est, le ministère de la Défense avait commencé l'acquisition significative de motos. Donc il y a des motos électriques, honnêtement je suis assez sceptique, faut essayer, faut essayer, mais je pense qu'il y aura un gros problème d'autonomie, c'est d'ailleurs ce que dit l'article, et puis sinon, donc un appel d'offres qui a été lancé pour acquérir des 125 et des 380 cm3. Et si je me souviens bien, à Saumur, l'école d'application de la cavalerie, eh bien les élèves officiers en fait faisaient des courses d'orientation en moto. Donc ça, je pense qu'il faudrait le répartir dans toute l'armée, dans toutes les troupes donc d'assaut en quelque sorte, hein, c'est-à-dire l'infanterie, la cavalerie, parce que ça va devenir la norme. Il va falloir faire ce que font les Russes, qui ensuite ont été copiés par les Ukrainiens, c'est-à-dire un petit groupe très mobile, très rapide, entre 3 et 5 hommes qui s'infiltrent, protégés par des drones, qui prennent une position et qui ensuite ont fait avancer les dronistes, etc., etc. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, d'ailleurs Sylvain Ferreira et moi, on ne peut s'empêcher de pleurer quand on voit ça, des manœuvres urbaines absolument délirantes, y compris par la Légion étrangère, où on voit encore des soldats agglutinés qui seront des cibles pour les drones et potentiels pour les drones ennemis. Ce qui montre qu'encore une fois, pour l'instant, il y a quand même, dans l'armée française, il y a un certain temps de réaction et d'adaptation. Cette commande importante de motos légères est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des gens qui réfléchissent dans notre armée. Tout n'est donc pas perdu. Armement encore, donc je disais évidemment pour la Russie ce serait très bien si le conflit en Iran de manière purement cynique continuait encore de 3 mois puisque tous les moyens de défense antiaérienne américains seraient prélevés pour être donnés pour protéger Israël et les alliés au Moyen-Orient, donc ça c'est une première raison, mais de toute manière quoi qu'il arrive ces moyens de protection sont insuffisants parce qu'ils sont mal organisés et on s'aperçoit que là quand on compare à ce que font les Russes en matière de défense antiaérienne c'est quasiment unique. Alors je pense que les Chinois ont également des systèmes de protection de ce niveau-là, c'est-à-dire que les Russes ont des défenses multicouches, avec des systèmes de défense qui sont adaptés à la cible qui doit être détruite. Et donc vous n'allez pas détruire un Guéran ou un Shahed, d'ailleurs les Américains ont copié d'ailleurs le Shahed iranien, hein. Alors vous vous souvenez qu'en 2022 tout le monde se moquait des Russes qui avaient copié le Shahed iranien, en fait les Américains ont fait pareil. Donc je pense que la seule différence, ça doit coûter 10 fois plus cher parce qu'ils sont incapables de faire des armes bon marché. Mais globalement, les Américains ont du Shahed. Donc si vous avez une arme qui a coûté 35 000 $ à la production, vous allez essayer de la détruire avec quelque chose qui a coûté au maximum aussi cher et si possible même encore moins cher. C'est ce dont disposent les Russes, hein. Il y a tout un échelonnement entre les systèmes Pantsir, les systèmes portables, les systèmes Pantsir, les systèmes Buk, les systèmes S-300, les systèmes S-400, S-500, etc., etc. Donc il y a tout un échelonnement et donc ça c'est la grande force de la défense antiaérienne russe qui fait que sur Moscou depuis le début de la guerre, vous imaginez ça fait 4 ans qu'on est en guerre, à part il y a quelques rares fois la ville ne sait pas ce que c'est que la guerre, on ne s'est pas pris un seul missile, alors qu'à Kiev ils regardent passer
les vecteurs russes, y compris un truc aussi lent que le Shahed, et le Guéran, pardon, version russe, et qui sont incapables d'arrêter parce que leur système de défense antiaérienne n'est pas bon. Ils n'ont pas su développer par rapport au système soviétique, et donc ils se sont vus dotés de systèmes occidentaux qui coûtent une fortune. On va tirer 2 missiles à 2 millions de dollars pour abattre un Guéran à 35 000 dollars, ça n'a aucun sens. Empire du mensonge maintenant. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de moment bunker cette semaine. J'en ai pas trouvé. Je voulais pas trop me répéter. En revanche, il y a une fois de plus Jean-Noël Barrot qui l'a fait la une, puisqu'il y a un groupe de juristes qui veut porter plainte contre lui pour diffusion de fausses nouvelles, notamment devant le Parlement français, puisque vous vous souvenez, il avait accusé cette juriste italienne qu'on avait mis d'ailleurs dans notre bulletin, qui a fait la vignette de notre bulletin précédent, d'avoir dit que Israël était l'ennemi de l'humanité. Ce qu'elle n'avait pas dit, et comme les ragots, les bobards qui ont été racontés sur moi, Jean-Noël Barrot n'a pas pu s'empêcher de l'attaquer publiquement, donc évidemment il se prend une plainte. Donc j'espère d'ailleurs que cette affaire-là aura des conséquences. Alors cette jeune femme italienne a beaucoup de chance, parce que moi j'ai pas trouvé de groupe de juristes pour faire une plainte collective. J'ai dû moi-même trouver des avocats, heureusement j'en ai trouvé, et des très bons. Considération militaire générale, et cette semaine, il n'y en aura qu'une, c'est le discours absolument inintéressant et insignifiant d'Emmanuel Macron sur la nouvelle doctrine nucléaire française, qui n'a rien de nouveau en fait, on va en parler. Donc il s'était mis en scène comme d'habitude, comme il est à moins de 20% dans les sondages. Il utilise le fait que le président français est le chef des armées, le chef de la diplomatie, pour essayer d'exister sur la scène internationale, et en plus avec son côté immature, qui malheureusement est quelque chose qu'on a subi depuis 9 ans. Donc qu'est-ce qu'a dit notre Jupiter national ? Alors déjà, il a annoncé que la France allait augmenter le nombre d'ogives. Je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi a-t-on besoin de plus de 300 ogives ? Je crois qu'on en a 300 aujourd'hui. C'est largement suffisant pour défendre nos frontières. Et en plus, la question, c'est définir l'ennemi. Contre qui pourrions-nous utiliser l'arme nucléaire ? Si on remonte dans nos 1500 ans d'histoire, les gens qui ont essayé de nous envahir, c'était d'abord les invasions arabes, jusqu'à Poitiers. Ensuite, ça a été les Anglais, ensuite les Espagnols, ensuite les Germains. Alors après, il y en a qui sont revenus, qui sont repartis. Et voilà. Donc en fait, a priori, c'est les gens qui se trouvent à nos frontières, soit nos frontières, même si on est séparés par une mer, soit les frontières terrestres. Si on fait le tour parmi ces 4 ennemis, entre guillemets, héréditaires, je ne vois pas les pays du Maghreb essayer de nous envahir, en tout cas militairement. Peu probable que l'Espagne tente de franchir les Pyrénées comme avant. L'Angleterre aussi aurait comme un peu de mal à vouloir nous envahir, puisqu'ils sont obligés de recruter discrètement des matelots de la marine française pour faire fonctionner leurs bateaux. L'Allemagne, là je suis assez d'accord avec Todd, avec Édouard Russon, peut-être avoir un petit côté inquiétant, notamment avec Friedrich Merz, qui veut la plus grande armée du monde. Mais justement, c'est pour ça qu'on a précisément ces 300 ogives qui suffisent largement. Donc c'est sans doute une manière pour Macron de répondre à la nouvelle exigence russe, qui dit dans la mesure où la France est un État esclave des États-Unis, leurs 300 ogives doivent être considérées comme des ogives américaines, puisque quoi qu'il arrive, la décision sera prise à Washington. Donc c'est sans doute une manière de répondre à ça en disant on vous dira même pas combien on en a. Bon. Il aurait été plus simple de dire non, nous ne sommes pas un pays esclave des États-Unis. Et donc notre défense est, comme à l'époque du général de Gaulle, tous azimuts contre n'importe quel pays qui va essayer de nous envahir. Ça aurait été la bonne réponse. Et puis la deuxième point, c'est qu'il est prêt à étendre, on pourrait en discuter, de la protection du parapluie nucléaire français sur certains pays qui en auraient besoin en Europe. Donc ça, c'est du bidon. De toute manière, on n'utilisera pas l'arme nucléaire si la Russie ou la Pologne d'ailleurs envahit la Lituanie. C'est pas comme ça que ça se passera. Donc là aussi, c'est du vent. Et surtout, pour finir, il a dit, mais quoi qu'il arrive, la décision d'emploi sera prise au niveau français. Donc en fait, comme d'habitude. Donc, en même temps, donc ce discours est insipide. Il a macronisé, macronite, comme disent les Russes. On l'a vu arriver en avion. Et là, il a pris la parole devant le hangar du sous-marin nucléaire. Donc c'est surtout de la mise en scène. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et finalement, je pense que ça va faire rire tout le monde à l'international, comme d'habitude avec Emmanuel Macron. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc il y a eu toujours des frappes dans la profondeur, pas beaucoup sur le territoire russe, plus sur le territoire ukrainien, mais dans l'ensemble c'était un peu plus modéré que les autres semaines. Juste pour vous montrer, voilà, le méthanier russe a dû être détruit à peu près ici,
à cet endroit-là. Donc on attend de voir si les Russes décident de répondre au terrorisme anglais par le terrorisme et nous créer un groupe, le groupe des Houthis en folie qui n'aiment pas les bateaux anglais. À l'ouest du front de Zaporozhye, les Russes ont repris l'initiative et devraient pouvoir reprendre leur progression et reprendre Rychnoe à cet endroit-là et Vissilanka à cet endroit-là. Les Russes, malgré la soi-disant offensive victorieuse ukrainienne, et on a vu qu'il n'en était absolument rien, eh bien, continuent à progresser à l'est donc du front de Zaporozhye et se sont emparés de la localité de Gorkoye à cet endroit-là. Donc on voit là, encore une fois, c'est une ligne de défense encore qui est en train d'être percée par les troupes russes. La contre-offensive ratée des Ukrainiens eh bien, continue, mais pour l'instant ne donne pas plus de résultats. Donc en fait, il y a effectivement des infiltrations qui ont pour résultat bien que des troupes ottano-kieviennes se retrouvent isolées et se font réduire petit à petit. Donc ici, en fait, un peu, on est dans une zone grise et les Russes tiennent les localités. Hein. Toutes ces localités elles sont tenues par les Russes. Et finalement, les troupes ottano-kieviennes se retrouvent dans des situations qui sont absolument intenables. Les combats continuent sans que le front ait réellement bougé, mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'il ne se passe rien. Donc dans toute cette zone-là, au nord-ouest de Pakrovsk, à ce niveau-là également, autour de Konstantinovka également, j'ai pas modifié la ligne de front, mais elle a dû sans doute être légèrement modifiable pour les troupes russes. Plus au nord, là aussi les Russes avancent bien, toujours pour tenir en main courante le canal Seversk-Donbass. Et les Russes se sont emparés de Fedorovka, Druga, à cet endroit-là, et donc se rapprochent de Rai-Alexandrovka. C'est pour ça que j'ai mis une petite punaise, encore une fois, c'est ça qu'il faut prendre, tenir les hauteurs, et après dévaler vers Slaviansk et Kramatorsk. Les Russes donc continuent leur poussée également par le nord. Le front de Liman a un peu bougé, donc il y a des combats très durs qui se déroulent à l'intérieur de la ville. Les Russes ont annoncé la prise de Drobushovo à cet endroit-là, ici comme vous le voyez, et également de Yarovaya à cet endroit-là. Donc ça peut permettre à terme un encerclement des troupes à Liman, hein, dans la spécialité ukrainienne qui est de se faire encercler et réduire jusqu'au dernier. Et puis là aussi ça permet aux Russes de continuer à avancer vers Sviatogorsk où les combats continuent. Du côté de Kupiansk, ça n'a pas trop bougé. Ça a bougé du côté de Kharkov où les Russes se sont emparés de Neskouchnoe, ici à cet endroit-là. Certains experts pensent qu'une offensive russe vers Kharkov serait au programme. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, c'est un bruit qui circule. Les Russes aussi mettent une grosse pression du côté de Sumy, à cet endroit-là, et donc ont également franchi la frontière du côté de Rezhovka à cet endroit-là. Donc là aussi, les choses vont bon train, ça avance de tous les côtés. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 5 mars 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, inscrivez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Rumble, Odyssey, X, Telegram, VK. Et puis, si vous voulez nous aider ma famille, aider ma femme, faites un don sur le lien dans la cagnotte. Voilà, et puis d'ici une semaine, on aura notre conférence privée pour nos abonnés. Je compte sur vous. En tout cas, pour la Russie, évidemment, c'est que du bonheur, hein, même si, encore une fois, c'est assez cynique. Donc, tenez bon, courage, on les aura.